Comment fixons-nous nos croyances? Deuxième. Oui, absolument, parce que je venais de faire la présentation, mais l'enregistrement n'avait pas démarré, donc j'avais oublié de démarrer l'enregistrement, donc voilà. Donc aujourd'hui, comment fixons-nous nos croyances du philosophe et mathématicien Charles Sanders Peirce, ou Peirce, moi je dis souvent Peirce, assez peu connu en France, pourtant philosophe notable, fondateur du pragmatisme. Donc on va voir ce chemin d'ailleurs. Ça va. Mhm. Ça va. Oui, ça va. Oui, oui, très bien. C'est bien. Oui, je vois Non, une je préfère première page. m'en assurer parce que et de pas démarrer quelque chose sans qu'on voit bien ce qui est présenté. Alors, cercle du renouvellement spirituel, donc le 1er novembre 2024. Comment se fixe la croyance selon Charles Sanders Peirce? Alors, de quoi s'agit-il? De quoi allons-nous parler? En fait, c'est de l'étude du phénomène en lui-même, du phénomène croyance. Donc là, il y a une image de Sanders Peirce. Donc, quelles sont les modalités de sa genèse? Comment est-ce que la croyance naît? Et quelle est son extension, je dirais? En réalité, c'est un domaine très très peu étudié. Or, pourtant, la croyance, nous allons le voir, est omniprésente, et pas, nous sommes dans le domaine spirituel, dans le cercle du renouvellement spirituel, mais la croyance, en fait, est quelque chose d'omniprésent dans nos vies, et nous allons le voir. Et en fait, c'est un phénomène, compris en psychologie et tout ça, qui, à mon avis, est très peu étudié. Je ne suis pas psychologue en soi. Donc c'est un des apports de Charles Sanders Peirce. Donc qui était mathématicien et philosophe, donc il a vécu au 19e siècle et un petit peu au 20e je crois. Et c'est le fondateur du pragmatisme qu'il a renommé après pragmaticisme parce que, je dirais, les autres grands, je dirais, promoteurs initiaux du pragmatisme américain, en fait, s'étaient écartés de la définition qu'il en a donnée, hein, de la vision qu'il en avait du pragmatisme. Et donc, pour bien se démarquer du pragmatisme au sens de James, il a inventé un deuxième mot, pragmaticisme, en se disant il est tellement laid que celui-là, au moins, personne n'osera le récupérer. Et, et donc, on va voir effectivement que c'est tout à fait. Que ça sera différent. Moi, ça sera une autre étude, mais je pense que c'est intéressant. Ça alimente nous verrons en conclusion cette notion de pragmatisme et de pragmatisme. Donc le texte que nous allons étudier, et que je vais citer abondamment, se nomme Comment se fixe la croyance. Donc c'est effectivement, vous comprendrez bien, une question essentielle pour le CDRS, pour le cercle du renouvellement spirituel, parce qu'il y a une dimension croyance, foi, qui est inhérent, je dirais, à la spiritualité, sinon à la religion. Alors, première citation, nous avons une proportion à espérer. Et donc, je n'ai pas reformulé parce que je pense que ce qu'il a formulé lui-même, je dirais, est bien souvent tout à fait clair et compréhensible par tout un chacun. Et donc, alors, c'est pas le cas de tous ses écrits, notamment du prolégomène qu'il a écrit, où là, c'est très, faut vraiment s'accrocher. C'est compréhensible, mais il faut s'accrocher. Que là, ce texte-là est tout à fait accessible, je dirais, à n'importe qui. Alors, je vais citer. Certainement, l'homme est, somme toute, un être logique, mais il ne l'est pas complètement. Par exemple, nous sommes pour la plupart portés à la confiance et à l'espoir, plus que la logique nous y autoriserait. Nous semblons faits de telle sorte que, en l'absence de tout fait sur lequel nous appuyer, nous sommes heureux et satisfaits de nous-mêmes.
en sorte que l'expérience a pour effet de contredire sans cesse nos espérances et nos aspirations. Cependant, l'application de ce correctif durant toute une vie ne déracine pas ordinairement cette disposition à la confiance. Quand l'espoir n'est pas entamé par aucune expérience, il est vraisemblable que cet optimisme est extravagant. L'esprit de logique dans les choses pratiques est une des plus utiles qualités que puisse posséder un être vivant et peut par conséquent être un résultat de l'action de la sélection naturelle. Mais les choses pratiques mises à part, il est probablement plus avantageux à l'être vivant d'avoir l'esprit plein de visions agréables et encourageantes, quelle qu'en soit d'ailleurs la vérité. Donc là, je pense que ça fait écho notamment à cette dernière phrase, notamment à ce que nous avons convenu de définir comme un des éléments clés de la spiritualité dans sa définition, c'est-à-dire la sérénité, le fait de pouvoir vivre sereinement. Ce que nous avons besoin pour vivre, ce sont des choses agréables, même si elles sont fausses. Ou pas de l'espèce humaine hein, dans sa totalité, hein, pas simplement nous de façon individuelle. Et c'est ce phénomène qui explique notre propension à croire, à la croyance. Hein. Et donc c'est un phénomène qui s'ancre dans la sélection naturelle. Et nous allons évidemment développer tout cela. En fait, c'est du raisonnement par habitude. On peut le résumer par cette expression. Une inférence est considérée comme bonne ou mauvaise, non point d'après la vérité ou la fausseté de ses conclusions dans un cas spécial, mais suivant que l'habitude d'esprit qui la détermine est ou non de donner en général De nature à donner. Ou non, de nature à donner en général des conclusions vraies. C'est-à-dire, on se moque, ces habitudes, on va réagir par habitude. Si par cette habitude, généralement ça se passe bien pour moi, je continue comme ça, même si cette habitude est fausse, n'existe pas, ou fait référence à quelque chose qui a un degré de vérité absolue tout à fait mineur. Eh bien, du moment que dans la vie courante, cela donne des conclusions vraies et une bonne, des effets de bord globalement positifs, eh bien, cela nous satisfait. Et donc des conséquences qui sont les plus fréquentes. Alors, donc, la réflexion que ça m'inspire, c'est que des conclusions vraies, ou plus généralement bénéfiques, dans le contexte, dans un environnement donné. Donc on pourra avoir... c'est vraiment exactement ça. Et donc l'exemple typique que je dirais, que je pourrais donner de ça, c'est si on dit par exemple Dieu n'existe pas, hein, j'affirme par exemple, je proclame à tue-tête dans la rue Dieu n'existe pas, il est bien évident que si je le fais à Tenay en France, là où j'habite, ou à la Mecque en Arabie Saoudite, cette même action n'aura pas les mêmes conséquences, puisque leur environnement sera différent. Donc on voit bien que, quelle que soit la vérité d'ailleurs de cette affirmation, hein, on voit bien que le contexte, les conséquences les plus fréquentes ne sont pas les mêmes. Et donc c'est ce qui va guider en définitive nos raisonnements et nos habitudes. Alors, ceci étant posé, je dirais, il pose la question de mettre en regard la croyance et, je dirais, l'opposé, qui est le doute. Soit on croit, donc on est stable, je dirais, dans un état stable, soit on doute, et donc on est dans un état instable. Donc quelles sont les différences? Différences de sentiment, c'est-à-dire d'état mental, parce que dans un cas, on est dans un jugement, on peut juger facilement par rapport à une croyance donnée. Tuer, c'est mal, voilà, c'est simple.
versus une question, un doute. Est-ce que tuer est toujours mal dans toutes les circonstances? Donc on voit bien que l'état mental n'est pas du tout le même. Et en pratique, qu'est-ce que ça donne? Dans un cas, on a un jugement qui est immédiat, qui ne demande pas d'effort particulier, c'est l'action par habitude, versus une action de questionnement, mais qui ne résulte pas immédiatement en une action particulière. C'est-à-dire que se questionner, c'est un phénomène interne, propre à nous, mais qui ne va pas quand on est dans cette phase de questionnement, on n'est pas prêt à agir, on n'est pas prêt à créer une action, à faire une action particulière, justement. Ça sera à l'issue de cela que nous pourrons peut-être faire une action particulière, mais sinon, tant qu'on est dans le questionnement paralyse en définitive. Et d'un point de vue psychologique, quelle différence y a-t-il entre la croyance et le doute? Charles Sanders Peirce affirme que le doute est un état de malaise et de mécontentement dont on s'efforce de sortir pour atteindre un état de croyance. Et donc le doute n'est pas une situation stable, c'est une situation instable qui nous met dans un mauvais état d'aise. Et nous allons avoir toujours tendance à essayer de sortir de cet état pour atteindre une croyance, donc un certain confort, une certaine sérénité. Je reboucle avec la définition dont je parlais tout à l'heure. Donc, instinctivement, naturellement, nous recherchons la croyance. Et je vais de nouveau le citer. Ceci, par rapport à l'état de croyance, ceci est un état de calme et de satisfaction qu'on ne peut pas abandonner ni changer pour adopter une autre croyance. Au contraire, on s'attache avec ténacité non seulement à croire, mais à croire précisément ce que l'on croit. Vous voyez là, il y a une différence qualitative là, c'est-à-dire c'est pas simplement, il y a un acte de croire, mais comme on est dans un état satisfaisant, on n'a pas de raison de changer, d'adopter une autre croyance. Mais non seulement ça, mais on croit très exactement ce que l'on croit et la façon dont on le croit. C'est pas une croyance légèrement différente qui du coup serait source d'inconfort et de doute. Donc c'est très, on voit bien que cette situation est très stable, très forte en définitive. Alors, Charles Sanders Peirce affirme par ailleurs que la fonction de la pensée, qu'est-ce que c'est que la fonction, qu'est-ce que c'est que penser, l'action de penser, l'action interne, c'est l'action fondamentalement de passer du doute à la croyance. À chaque fois que nous doutons, que nous pensons, sinon c'est une action réflexe, on n'a pas besoin de plancher, puisqu'on a déjà une croyance, on peut réagir immédiatement. La pensée en elle-même sert à faire passer d'un état de doute à un état de croyance. Quels sont les effets positifs de ça? Dans la croyance, nous l'avons déjà exposé précédemment, on est dans un état de confort. Donc on peut avoir un certain nombre d'actions programmées, d'actions réflexes qui nous demandent aucun effort particulier. Le doute, par contre, nous met dans un état d'irritation puisqu'on ne sait pas quoi faire, on est dans l'indécision, justement. Et donc, nous agissons pour réduire ce doute à néant et atteindre un nouvel état de croyance. C'est ce à quoi servirait la pensée. On pense, on réfléchit pour voir quels sont les éléments du doute, etc., qui nous font douter, et puis atteindre un autre état de croyance. Donc, produire de la croyance en chassant le doute. Il affirme que c'est la seule fonction de la pensée. C'est vrai qu'on est à un niveau méta de ce qui s'applique à plein de choses, et effectivement, le doute et la croyance s'appliquant donc à tous les domaines, grands comme petits de la pensée. C'est-à-dire que
on peut douter du mouvement des planètes, etc., et s'interroger sur comment se fait-il, comment est-ce qu'elle bouge. Donc ça, on peut être dans ces grandes choses, ou dans pourquoi sommes-nous ici, pourquoi y a-t-il la vie, etc. Mais également dans les petites choses. Hein. On va penser, agir pour apprendre le code de la route et apprendre à manœuvrer une voiture. Et puis une fois que cette action de pensée sera terminée, qu'on aura notre permis et qu'on aura pris une certaine habitude, eh bien on conduira simplement par réflexe et nous n'aurons pas besoin d'y penser plus avant pour pouvoir conduire. Donc ce phénomène de passage de doute à la croyance s'applique à tous les domaines, grands comme petits, de la pensée. En fait, il généralise à tous les domaines. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement dans le domaine spirituel qu'il y a de la croyance, mais de la croyance, il y en a dans tous les domaines. Que ce soit les domaines... c'est pour ça que ça aurait été très intéressant que Christian soit là, Christian Leroux, parce que j'avais en tête plusieurs fois, parce qu'il réduisait souvent la croyance au domaine religieux. Non, les croyances que nous avons, nous croyons que 1 plus 1 font 2. Hein, et nous ne le démontrons pas systématiquement, et nous ne reprendrons pas toutes les démonstrations ou tous les théorèmes, ou plutôt les axiomes de l'arithmétique pour refaire ce point que 1 plus 1 font 2. Alors, généralisation. Donc là, c'est donc moi qui parle. Et je tire déjà un certain nombre de conclusions. Dans le cas A, dans le cas de la croyance, nous avons peu d'efforts à fournir, puisque c'est très efficace. Et quelque part, ça correspond à une minimisation de l'énergie nécessaire pour pouvoir agir. Puisque le cerveau, vous savez, est très énergivore, et c'est lui qui consomme la plus grande partie de l'énergie que notre corps produit en interne. Donc, on minimise le niveau d'énergie nécessaire, on est au plus bas niveau d'énergie. Alors que quand on est dans le doute, on a besoin de fournir un effort, justement pour arriver à l'état A, à l'état de croyance. Et là, nous ne sommes plus dans un plus bas niveau d'énergie, mais nous sommes typiquement dans un travail, dans un processus que je nommerais négantropique, qui aboutit au final à l'augmentation de l'entropie, puisqu'on va faire une transition vers un plus bas niveau d'énergie, et cela de façon localisée et temporaire. Donc on voit que cette généralisation, moi je la pousse encore plus loin que Charles Sandor Peace en disant que ça correspond non seulement à cette démarche dans tous les domaines, mais que ça se relie au fondement du fonctionnement de l'univers, en minimisant l'énergie nécessaire pour réaliser un travail. Donc travail qui est nécessaire pour atteindre la croyance processus négantropique, pour atteindre un plus bas niveau d'énergie, et donc au final une augmentation de l'entropie. Et ceci explique, il y fait référence, mais sans aller jusqu'à invoquer les lois de la thermodynamique, ceci explique que la sélection naturelle a choisi la croyance. La croyance est quelque chose qui est efficace et donne généralement de bons résultats, et justement par la sérénité, par les habitudes, et nous connaissons bien cela chez les animaux. Ceux qui ont des animaux, ils savent bien qu'ils adorent les habitudes, qu'ils adorent faire tout le temps la même chose, etc. Parce que ça ne demande pas justement trop d'efforts. Donc c'est comme un processus physique donc du vivant qui a fait que nous avons sélectionné la croyance dans l'évolution, je dirais, et donc même au travers, donc, puisque l'on retrouve la dualité entropie négantropie qui se déploie à l'échelle de l'univers tout entier. Alors revenons à Charles Sandor Peace, après cette petite digression personnelle. Il fixe également quelles sont les bornes de la croyance. Donc le seul but de la recherche, le seul but du doute, c'est de fixer une opinion en définitive. Hein. Parce que c'est qu'une croyance, une opinion, c'est la même chose. Donc il dit,
pour borner le champ de la croyance, il dit que poser une question ne suffit pas. Il faut qu'il y ait nécessité d'un doute réel. Tant qu'il n'y a pas nécessité d'un doute réel, eh bien, on peut poser la question, mais on peut la laisser de côté, ça ne pose pas de problème, puisque vous n'avez pas besoin pratiquement dans la vie dans votre vie pratique de répondre à cette question. Donc, il ne suffit pas simplement de poser la question, il faut qu'il y ait nécessité d'un réel doute, d'un doute profond, et souvent poussé par la pratique, justement, par la vie. Prémisse du raisonnement, donc, il faut par contre que les prémices du raisonnement, eux, soient dépourvues de doute. Parce que si vous partez d'un certain nombre de points que vous considérez comme solides, vous ne pouvez pas les considérer comme douteux. Et à partir de ces points solides, de ces points d'ancrage, ben, vous allez développer tout un raisonnement. Et donc, pour que le raisonnement tienne la route, il faut que les prémices de ce raisonnement, les choses premières, soient complètement dépourvues de doute et qu'on ait foi totalement en elles. C'est les axiomes en mathématiques, hein. Notamment, on dit que c'est comme ça, que 1 existe, que 1 plus 1 ça fait 2, etc. etc. Si on prend cet exemple. Donc, et on dit, on n'en doute pas puisqu'on les pose, on dit que c'est comme ça et puis c'est tout. Et fatalement, c'est limité à l'état de nos connaissances présentes, puisque, notamment au travers de ces prémices, si ces prémices étaient remises en cause, tant qu'elles ne sont pas remises en cause parce que l'on connaît, c'est-à-dire par exemple que l'on pouvait dire par exemple que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil tournait autour, si on regarde les observations communes de tous les jours, oui, on a cette impression que le ciel tourne, que le Soleil tourne autour de la Terre. Jusqu'au moment où on a eu des connaissances qui ont remis en cause cette habitude, cette prémisse des raisonnements, et donc qui nous a obligés à remettre en cause. Donc, ce sont nos connaissances présentes qui, en fait, limitent nos capacités de recherche pour trouver une opinion. Donc ça fait partie, je dirais, c'est de la logique, hein, tout simplement. Alors, par ailleurs, autre borne qu'il pose, c'est qu'en fait, il y a une facilité importante à céder à la croyance dominante, même si elle est fausse. Bon, je peux vous reciter l'exemple que je disais tout à l'heure, de dire Dieu n'existe pas, si vous dites ça à la Mecque, ou si vous habitez la Mecque, ou si vous habitez Tonnet, c'est pas la même chose. Hein. Vous voyez que c'est plus facile de dire Mahomet et Allah existent que le contraire, si vous êtes à Tonnet qu'à la Mecque. Alors, une dernière citation, une autre citation pour définir ces bornes. Un homme peut parcourir la vie en détournant systématiquement ses regards de tout ce qui pourrait amener un changement dans ses opinions, et pourvu seulement qu'il réussisse. Donc on peut complètement ignorer des faits, mais des choses qui sont complètement en dissonance par rapport à vos croyances, mais si par rapport à vous, dans votre milieu, dans votre famille, etc., dans votre activité professionnelle, ça suffit à réussir à ce que vous soyez, à ce que vous viviez correctement et confortablement, eh bien ça suffit même si, donc il suffit simplement d'ignorer les faits, en définitive, qui seraient dissonants par rapport à ses croyances. Donc ça, c'est très important. Donc ça fait partie des limites, effectivement, du raisonnement. Toutefois, ces croyances que nous avons abordées jusqu'ici simplement sous l'angle individuel, elles deviennent nécessairement des croyances sociales. Parce que d'autres, avec d'autres croyances, réussissent également, voire mieux. Donc soit on choisit de les ignorer, comme la citation nous y invite, mais dès qu'on a des doutes sur ses propres croyances, il y a d'autres qui réussissent généralement, voire mieux, du coup ça crée un inconfort. Donc là, pour reprendre l'exemple des Mahométans avec l'Occident, ils ont
quand ils voient que l'Occident réussit mieux que les pays qui étaient dans l'ère occidentale jusqu'ici, hein, je ne parle pas de la situation exactement présente en l'an 2024, mais disons il y a 50 ans, que les pays occidentaux réussissent mieux que les pays du Maghreb, par exemple, bah, il y a forcément quelque part un doute et un inconfort qui s'introduit par rapport dans la croyance et des doutes sur ses croyances propres. Donc ça, et donc ça c'est une des choses. Et puis faire partager les mêmes croyances à tout un groupe, donc bah, ça permet de vivre plus confortablement, puisque via donc il y a des mécanismes pour ça, l'éducation, les lois, la ségrégation de ceux qui ne pensent pas comme vous, éventuellement les massacres de ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas les mêmes opinions que vous, la même foi que vous, typiquement, eh bien, cela permet de unifier et de vivre dans un milieu plus homogène et donc plus serein. Et un des effets de ça, c'est la création des civilisations. Les civilisations, qui ont certes des effets négatifs, hein, puisque pour se mettre en place et se maintenir, elles ont besoin parfois de faire des choses comme on vient de citer, ségrégation, massacre, etc., mais qui ont aussi des effets positifs, puisque le niveau culturel général s'accroît, et la population s'accroît, etc. Mais malgré ça, de toute façon, il y aura toujours des hommes qui seront plus indépendants. Quelle que soit la société, même si vous avez réussi à créer une société assez homogène, vous aurez toujours des gens qui seront plus indépendants, qui seront plus ambitieux et qui auront des doutes sur la doctrine et sur la doxa qui traverse une civilisation. Et donc, il émerge nécessairement de cela qu'on a besoin d'une méthode fiable pour fixer les croyances, pour qu'elles puissent être généralisées le plus possible, le plus facilement possible. Et donc, parce que le moindre doute, j'insiste là-dessus, et Charles Sanders Peirce le pointe bien, le moindre doute fait que la croyance s'effondre. C'est-à-dire on ne peut pas croire à moitié, soit vous croyez à quelque chose, soit vous ne croyez, pour le coup c'est vraiment très binaire. Le moindre doute sur votre croyance peut dire que vous n'avez plus la croyance, que vous n'avez plus la foi, fatalement. Donc, il faut élaborer des méthodes pour mettre en place des croyances qui soient partagées. C'est une nécessité qui émerge de ce que nous venons d'énoncer. Sachant que ces méthodes et ces choses qui, lui, je dirais, il les énonce sur des événements ou des situations, je dirais, courantes, mais ça peut également survenir d'événements inattendus ou de situations qui soient durablement délétères, et donc, surtout si elles sont délétères, et là, moi, je ferai le lien avec les crises sacrificielles que décrit René Girard, qui sont aussi des moments d'accélérateur où il y a des doutes puisque les croyances anciennes ne sont plus applicables dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec les nouveaux événements, avec la situation telle qu'elle est arrivée à un certain point. Et donc à partir de là, il est nécessaire de trouver des moyens, des méthodes pour recréer de nouvelles croyances. Donc il faut trouver ce moyen. Alors, le moyen pour ça, c'est qu'il faut que la croyance se fonde sur quelque chose d'exogène. C'est-à-dire que la croyance soit fondée sur rien d'humain, que ça soit extérieur à nous. Si la croyance est fondée sur nous, ça veut dire que c'est une opinion, mais que ça pourrait être une autre. C'est arbitraire. Si c'est un humain qui en décide, ça veut dire que ça vient de l'homme. Si elle vient d'extérieur de l'homme, eh bien, du coup, on peut dire que c'est objectif puisque ça vient de quelque chose qui n'est pas nous. Hein. Donc, ça a des chances d'être plus réel. Et donc, il y a deux grandes familles de croyances exogènes. Ce sont les croyances mystiques, surnaturelles. Donc, l'autre pendant, c'est les faits qui sont constatés ou expérimentaux, donc les faits, donc qui est le naturel. Donc ce sont les deux grandes, je dirais, familles
croyances exogènes ou de sources de croyances exogènes, qui ne sont pas fondées sur l'humain. Parce que l'intérêt de ces croyances qui viennent de l'extérieur, qui ne viennent pas de l'humain en tant que tel, c'est qu'elles sont, le but c'est qu'elles soient immuables, c'est qu'elles soient stables, c'est qu'elles soient universelles, qu'elles soient intemporelles, qu'elles soient éternelles. Donc, d'une part, on va voir la méthode scientifique, où Charles Sanders Peirce annonce que tout humain, quel que soit l'humain, donc normalement constitué et normalement intelligent, doit arriver aux mêmes conclusions, quel que soit son point de départ, s'il recherche une chose particulière. Donc, ça, c'est ce qui donne donc comme étant la méthode scientifique, afin qu'il promeut, hein, mais on va voir que il ne s'arrête pas à ça, pour s'abstraire justement des opinions personnelles qui sont arbitraires. Je fais une petite remarque à cette occasion. On voit bien ici que nous retrouvons que les obligations qu'énonce Simone Weil ont cette prétention justement à l'immuabilité, à l'universel et à l'intemporel, à l'éternel. Hein. Donc on voit bien qu'on est dans cette catégorie-là. Mais la notion de droit naturel, qui est censé au moins fonder la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'inspire aussi de cette immuabilité, d'essayer de trouver des éléments qui ne sont pas forcément, qui n'ont rien d'humain, mais qui n'ont rien d'humain au sens individuel, d'un arbitraire, d'une opinion personnelle d'une personne. Alors, la méthode scientifique, en deux mots, il existe, premier point, il existe des réalités indépendantes des idées. Ces réalités affectent nos sens selon certaines lois, on appelle les percepts. Donc, la réalité, c'est l'ensemble des percepts, et ils obéissent à des lois. Et grâce au raisonnement, il est possible de déduire comment ces choses sont réellement. C'est-à-dire, quelles sont les lois qui font que nous percevons ce que nous percevons. Et quatrièmement, tout homme compétent arrivera à ces mêmes conclusions. Donc, sur un sujet donné, en appliquant cette méthode, on va arriver, quel que soit l'homme, donc c'est en ça que c'est indépendant de l'homme, hein, que c'est extra-humain quelque part, exogène, c'est que tout homme compétent arrivera aux mêmes conclusions parce qu'il fera les mêmes constats et peut-être par des chemins différents, arrivera à la même réalité. Alors, on comprend bien que là, cette méthode scientifique repose sur une prémisse essentielle, c'est qu'il existe des réalités. Ça, c'est vraiment fondamental. Il existe des réalités. Si il n'existe pas des réalités, ou si on remet en cause la réalité, on voit bien que cette méthode ne pourrait pas s'appliquer. Et bien évidemment, l'existence des réalités est improuvable par la méthode scientifique elle-même. À cela, Charles Sanders Peirce répond par un certain nombre d'arguments, 4 arguments qu'il pose, que je ne vais pas développer ici, donc je vous renvoie au texte intégral pour ça, en disant que le fait qu'il existe des réalités est une hypothèse que j'ai nommée raisonnable. Pour lui, c'est une hypothèse raisonnable de dire qu'il existe des réalités. Donc, la méthode scientifique, ce sont tirer toutes les conséquences qui sont déduites de la réalité perçue. Après cela, il dit qu'il n'y a pas que la méthode scientifique, il y a 4 méthodes en définitive pour fixer les croyances. Il y a la première méthode qui est la méthode de la ténacité, c'est-à-dire qu'en clair, on croit ce que l'on croit. Et donc, et puis point barre, hein, j'en ai parlé au début, c'est-à-dire on croit juste ce que l'on croit, et donc dans ce cas-là, il faut effectivement s'isoler de toute chose qui pourrait remettre en doute ces croyances. La deuxième méthode, c'est l'autorité. On croit ce que dit l'autorité. Mais il faut effectivement qu'il y ait un certain isolement. S'il y a d'autres autorités qui disent autre chose, évidemment, il ne faut pas que ces autorités viennent interférer avec l'autorité à laquelle l'on croit. Il y a la méthode a priori, qui est celle de Hegel, qui affirme que l'histoire, dans son déroulement, finit par dégager les croyances justes et écarte les fausses. Quelque part, c'est la méthode de l'expérience historique qui fait qu'au final,
ce sont forcément les croyances justes qui survivront, qui émergeront, qui percoleront, et les fausses se déliteront. Et puis il y a la méthode scientifique qu'on vient de décrire juste à présent. Ce qu'affirme Charles Sanders Peirce, c'est que toutes ces méthodes, ces 4 méthodes, ont leurs vertus. Que dit-il? Il ne faut pas supposer que les 3 autres méthodes de fixer la croyance n'aient aucune espèce de supériorité sur la méthode scientifique. Au contraire, chacune offre des avantages qui lui sont propres. La méthode a priori se distingue par le caractère agréable de ses conclusions. La méthode d'autorité régira toujours la grande masse des hommes. Appliquer la méthode d'autorité, c'est avoir la paix. Enfin, mais par-dessus tout, j'admire la méthode de ténacité pour sa force, sa simplicité, sa droite ligne. Ceux qui en font usage sont remarquables par leur caractère décidé. La décision devenant très faible, très facile en fait. C'est le traducteur qui a rajouté ça. La décision devenant très facile avec une pareille règle intellectuelle. Celle qui demande évidemment le moins d'efforts. Pour autant, il dit que la seule méthode sûre, c'est la méthode scientifique, puisqu'elle aboutit de manière sûre à des croyances correspondant à la réalité, puisque l'on part de la réalité pour tirer les conséquences. Donc on est tenté par habitude, car on les pense salutaires, de rester dans ces anciennes croyances sans fondement solide. Donc, on a une tendance à se mentir à soi-même, parce qu'on les pense salutaires. Hein. C'est pas simplement parce qu'on ne doute pas d'elles, mais on pense qu'elles sont salutaires, qu'elles portent à peine plus d'effets positifs que négatifs au global. Alors, encore une petite citation. « Avouez qu'il existe une chose telle que vraie, en étant convaincu. Ne pas oser connaître la vérité, chercher au contraire à l'éviter, c'est là certes une triste situation de l'esprit. » Voilà. Donc, il a donné que la méthode de ténacité, notamment, ou d'autorité, ou les autres méthodes, je dirais, ont certes des vertus, mais écarter le réel, la réalité, les faits, c'est quand même malgré tout les écarter de façon volontaire, les ignorer de façon volontaire. Il estime que c'est une triste situation de l'esprit, et c'est, je dirais, la conclusion de toute cette présentation. Ce sont les dernières phrases de son texte. Donc la suite, je vous propose, après ce long exposé, je m'aperçois que je suis très long, je ne pensais pas être aussi long. Donc la suite, c'est comment rendre nos idées claires. Donc je vous proposerai d'exposer la semaine prochaine. Quelques réflexions avant de conclure. Ténacité, bon, en fait, la ténacité marque quand même une incapacité à changer. Or, il n'y a qu'une seule constante, c'est le changement, disait Héraclite d'Éphèse. Donc, il y a quand même un problème avec cette méthode. Et la méthode d'autorité, vous êtes malade, car vous êtes dans la pandémie du Covid, vous êtes malade car vous êtes positif au test PCR. Or, la maladie est une réalité perçue. Si vous n'êtes pas malade, sinon ça s'appelle knock, en définitive. Hein. Et donc, on s'écarte de la réalité perçue, hein, on voit bien l'importance de la réalité perçue. Or, vous avez eu un test, mais avant vous n'étiez pas malade, mais avant vous étiez malade. Or que vous sentez tout aussi bien avant qu'après le test. Hein. Sauf que vous avez peut-être mal dans le nez parce qu'ils ont mis un écouvillon dans le nez. Hein. Mais la méthode d'autorité, on voit bien ses limites aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à croire même des choses qui vous sont complètement internes et propres. Enfin, on arrive à déformer et à faire n'importe quoi aux gens avec cette méthode. Donc c'est quand même assez ennuyeux. Alors ma conclusion personnelle, je recite la toute première citation que j'ai faite, c'est « mais les choses pratiques mises à part, il est probablement plus avantageux à l'être vivant d'avoir l'esprit plein de visions agréables et encourageantes
quelle qu'en soit d'ailleurs la vérité. Et j'insiste sur mais les choses pratiques mises à part. C'est sur cette partie-là que je voudrais axer ma conclusion. Pas disponible. Mais d'où le pragmatisme dont il est l'inventeur. C'est-à-dire qu'il est plus avantageux d'une manière générale de suivre les habitudes, ce qu'on a l'habitude de faire, etc. Mais dans la pratique, si on veut réellement faire des choses qui fonctionnent, des trucs qui marchent, des moteurs qui marchent, etc., de l'agriculture qui marche, etc., eh bien, dans ces choses pratiques, il faut pas simplement se contenter de ces choses agréables. Tous les gens qui font des trucs permaculture et toutes ces croyances, etc., bien beaucoup, ils en reviennent parce que justement, ils sont confrontés à la pratique et à la dureté de la réalité, si vous voulez. Hein. Donc, c'est très important. Et ça vient, du coup, le pragmatisme vient de là, je pense, du fait que les choses pratiques mises à part, et lui, s'est attaché justement à dire, mais non, les choses pratiques sont essentielles, sont centrales. Donc, il est l'inventeur du pragmatisme. Et donc c'est par les pratiques et par ses conséquences, donc à la confrontation à la réalité, que le questionnement peut surgir. Sinon nous restons bloqués dans nos croyances fatalement, parce que c'est plus facile, c'est plus confortable comme ça. Mais seule la raison seule est illusoire, donc, si elle ne se nourrit pas de l'expérience du passé et ne s'implémente pas, ne se réalise pas dans des pratiques présentes ou futur. Voilà. Voilà ma conclusion. Excusez-moi, j'ai été très long, hein. Je ne pensais pas être aussi long que ça sur cette présentation. J'ai fait que 15 pages, donc ça vous laisse peu de temps pour réagir. Je suis désolé, messieurs. J'espère que ça ne vous a pas ennuyé. C'est surtout ça que j'espère, finalement. Qui veut réagir en premier? Ah bah, disons, c'est tellement, disons, assez vaste que c'est difficile en 2-3 minutes de le faire. Euh, euh, Comme on dit, oui, bien sûr, il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. J'essaierai d'être bref. Il y a plusieurs Sinon, mots-clés. si vous voulez, on reporte le Ouais. débat à la semaine prochaine. Peut-être ça vaut le coup. Comme ça, on fait 2 émissions plus courtes. À moins que vous pouvez peut-être dire 2-3 mots à ce moment-là. Et puis, on engage le débat dessus la semaine. À la limite, ça vous permettra. Le texte est court, hein, ça fait une dizaine de pages à peine. Ça vous laisse le temps de le lire, même dans l'intervalle, si vous voulez, du coup. Ça vaut la peine. C'est facile à lire, hein, franchement. Je peux vous l'envoyer, même, si vous voulez. Oui, je suis pour. Ouais, moi aussi. Bah alors, faisons comme ça. Donc, restons-en là pour aujourd'hui. Sauf si vous voulez dire 2-3 mots, quand même. Pas... Bah, Eberhard, tu voulais Bon, là, il y a continuer? plusieurs mots-clés que je garderai. C'est effectivement tout ce qui parle de ténacité, autorité, a priori, scientifique. Bon, il parle bien vers ton dernier transparent en disant qu'il y a une remise en cause même de tous ces éléments-là, lorsque la raison fait qu'on est dans une situation qui est impossible et qu'il faudra quand même s'en sortir, et donc sortir du confort, c'est-à-dire du moindre énergie, et repasser à un niveau d'énergie supérieur. En gros, c'est ça que je pense que j'ai cru comprendre autour de ça. Donc, il y a juste un petit point, bon, voilà, c'est pourquoi dire malaise? Oui, malaise, pourquoi pas, mais on peut très bien dire aussi que on fait une analyse, qu'on est curieux, on aime, pour certains, aiment chercher, donc eux, ils aiment bien être dans un niveau d'énergie supérieure. C'est certainement en rapport avec certaines personnes, et tu le disais un petit peu tout à l'heure, en disant qu'il y a certaines personnes qui veulent seulement, c'est une minorité, qui aime bien être dans cette situation-là de niveau d'effort intellectuel supérieur. Voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi une forme de croyance de dire je suis toujours dans le doute, je me mouille jamais, etc. En même temps, Tu sais, en même temps, oui. tu sais à qui je pense. C'est-à-dire qu'en Là. fait, il doute, mais il doute par confort, pour ne pas avoir justement à se résoudre. Et quelque part, c'est une autre forme de croyance qui Oui. serait de dire, dans les intellectuels, c'est très fréquent. Et je pense que ce que fait Christian avec les philosophes, c'est exactement ça, si tu veux. C'est-à-dire, on est toujours dans le doute. Et donc, dès le départ, mais c'est un faux doute, si tu veux, parce que c'est pas un doute qui est poussé par une pratique, par quelque chose qui te pousse à finalement avoir une vraie croyance,
C'est-à-dire qu'on se trouve dans une autre situation de confort qui est C'est ça. moi j'appelle ça le pseudo-doute, si tu veux, quoi. Oui, bah Macron, c'est le en même temps. C'est le doute sans doute. C'est, je veux dire, on veut le tout et son contraire. Donc on met tout dedans par confort et c'est un fourre-tout, quoi. C'est ça. Ça devient un fourre-tout et puis on ne sait plus rien à la fin, quoi. Bon, enfin, Ben, en pratique, c'est inutile complètement, quoi. ouais. Claude? Oui, c'est un sujet très, très, très profond, je pense. Je suis assez d'accord avec le fait que tout est croyance, mais je dirais, j'aurais tendance à dire, y compris la méthode scientifique. Enfin bon, il peut aussi s'englober dedans. Euh, bon, il faudrait s'entendre aussi sur le mot croyance, parce que tel qu'il l'emploie, croyance, c'est davantage des idées fixées une fois pour toutes, enfin une sorte de dogme, plutôt une dogmatique quoi, qui serait là, alors que cette façon de croire ou de s'envisager, on a besoin de croire, hein. Tous les hommes ont besoin de croire d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'un athée est un croyant aussi, enfin de l'incroyance, si je puis dire. Euh, mais la foi qu'on peut avoir peut être, enfin moi je l'ai découverte en tout cas avec les pèlerins, elle peut être dynamique et évolutive. Voilà. C'est-à-dire que j'ai une certitude, c'est celle de l'incertitude, si tu veux. J'ai la certitude de l'incertitude. C'est-à-dire que je peux quand même toujours dire, je sais que je ne sais pas, quoi. Ça reste toujours très ouvert en permanence devant moi. Alors, c'est une situation qui effectivement est un petit peu peut-être inconfortable, enfin, vue aux yeux de l'homme commun, je dirais. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait intégrer en soi quand on est dans un processus d'évolution. C'est-à-dire qu'on est soi-même dans un processus d'évolution, donc on est constamment en train de découvrir des choses nouvelles, extérieures à soi ou à l'intérieur de soi, et les intégrer. Enfin, c'est comme ça que je vis, moi, ma foi. Et voilà, bon. Après, il faudrait développer là-dessus, enfin. Mais c'est un sujet très intéressant. On en reparle Voilà. la semaine prochaine. Donc, la semaine Ouais, prochaine, si on peut faire un débat dessus, ouais, c'est bah, bon. ok, bah, je mets Et, à jour et- le. et- et les pèlerins d'Arès, excuse-moi, c'est comment il s'appelle le prophète? C'est Jean Gabin, c'est ça? Non, Michel Potet. Pourquoi je regarde? Ben si, parce qu'il chante la chanson Je sais que je ne sais pas. Ah oui, Ah d'accord. oui. Mais oui! Eh bien, je pense que ça va être le cœur de notre discussion peut-être de la semaine Et prochaine. il y avait, oui. Enfin, il y a d'autres qui l'ont dit avant, hein, c'est Oui, mais là, Socrate. c'est parce que. Bien. Non, mais, très bien. Mais écoutez, merci en tout cas, merci Luc pour cette introduction qui est très intéressante, je pense aussi. Merci à vous, messieurs. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Bonne semaine, merci. Une prochaine. Et Allez, pensez à vos morts. Ouais. Ouais, ouais. voilà. Allez. Bon. Et moi, je pense à Philippines. Salut Eberhard. Oui, Voilà. absolument. Allez, Oui, salut. bah, bien sûr. Moi, je pense Au à tous les revoir. morts de Gaza. Il y en a en ce moment. Enfin, bref.